des crayons. Voilà, ça va. Alors, comment on a appelé notre stage? Travail pratique en oratoire. Donc, première cassette. Alors, encore 2-3 petits détails techniques. Je vous demanderai de temps en temps si vous avez des questions. Autrement, s'il y a des demandes qui vous viennent à l'esprit pendant que je fais l'exposé, il serait gentil de les noter sur un papier et de me les faire passer, okay, de manière à ne pas interrompre l'exposé. Alors, c'est pareil, s'il y a des thèmes que vous aimeriez que nous abordions, à ce moment-là, vous marquez sur un petit papier, et si on en a le temps, ou au repas du midi, on abordera ce thème, on essaiera de faire une toute petite déviation. Alors, je dirais qu'il y a 2 temps au travail, au séminaire, même exactement 3 temps. Premier temps, c'est le travail en stage que nous faisons aujourd'hui ensemble. Donc un travail qui va être plus intellectuel. Deuxième temps, si pendant les repas, donc vous avez des questions à me poser, à ce moment-là, vous n'hésitez pas. Donc le repas, ça peut être, on peut continuer un petit peu le travail de manière plus décontractée. Et troisième temps, si vous avez, quand vous serez rentré chez vous, des questions, des demandes, des découvertes personnelles que vous aimeriez partager ou confirmer ou affirmer, à ce moment-là, vous avez tout loisir de me téléphoner, hein, et je suis à votre disposition pour répondre et pour discuter de tout ce qu'on a vu ensemble. Parce que, en fait, le but du jeu, c'est pas de faire un stage de 48 heures et puis après tout le monde rentre chez soi et c'est terminé. C'est de commencer un travail ésotérique ou de continuer, parce que bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes un petit peu dans l'ésotérisme, ça fait longtemps que vous travaillez, donc d'aborder ensemble le travail sur le 36, mais aujourd'hui on le commence, mais ce que j'aimerais c'est qu'on le continue dans les mois à venir et dans les années à venir, si vous le voulez bien entendu. Donc vous avez tout loisir de me téléphoner, mieux que de m'écrire, parce que quand on m'écrit, il faut environ attendre 2 mois la réponse, et la réponse ce sera un petit papier sur lequel je vous marquerai « téléphonez-moi ». Donc vaut mieux vous me téléphoniez directement. Alors, si on fait d'autres stages, bon vous êtes présents, il y a des gens qui ont pris le stage sur cassette. Il est toujours préférable au cours d'un stage de venir physiquement, parce qu'en plus de l'échange verbal, de l'échange intellectuel qu'on peut avoir ensemble, il y a aussi un échange, je dirais magnétique, il y a aussi un échange de courant. Donc, il est important d'être présent, pas forcément à tous les stages, parce qu'on peut travailler ces enseignements sur cassette, mais il est quand même nécessaire d'être présent au moins une fois ou 2. Bon, parce que ça va nous permettre d'avoir un échange sur le plan énergétique en plus. Pourquoi? Parce que pendant 2 jours, on va évoquer un sujet, c'est-à-dire qu'on va parler ensemble du 36 et on va phosphorer tous ensemble sur ces sujets. Donc des fois, ça peut nous donner un petit peu mal à la tête, ça peut nous donner des choses agréables, des choses qui le sont peut-être un petit peu moins, mais on va ensemble faire une petite évocation. Donc, on rentre un petit peu dans le domaine magique, par le fait d'en parler. D'où l'intérêt d'être présent. Alors, bien sûr, à défaut, si un stage, vous aimeriez venir et que vous ne pouvez pas, eh bien, l'enregistrement, c'est mieux que rien. Alors, très rapidement, présentation des prochains séminaires qu'on va faire. Fin avril, on va faire un stage sur la pyramide des 36 forces de l'Arche. Alors, c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire le 36, mais abordé sous forme d'une pyramide. On a amené ici, que je vais vous faire voir et que vous pourrez regarder éventuellement après. Voilà, ça c'est la pyramide qui fonctionne avec le 36. Donc c'est une pyramide qui a des proportions particulières, qui a des couleurs particulières, qui est transparente, hein, ce qui permet de... On va mieux le voir avec le projecteur, voilà. Elle est transparente, ce qui permet d'avoir un travail avec la lumière du soleil et lumière de la lune. Donc c'est une utilisation différente par rapport aux pyramides égyptiennes qui existent. Et ça se passe où? Alors ça se passera ici, fin avril. Alors, on a un ami qui a réussi techniquement à nous faire fabriquer, à nous réaliser des pyramides. Donc, bon, c'est à toute petite unité. Au stage, pour ceux qui le désirent, on pourra faire une pyramide. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, hein, éventuellement pour ceux qui seront intéressés. Alors, au mois de mai, il y aura un stage sur les golems et les statues miraculeuses. Alors ça, c'est un stage qui sera beaucoup plus magique, beaucoup plus ludique. Comment,
je ne vais pas dire comment jouer parce que ce serait un petit peu, un terme un petit peu fort, mais comment fabriquer un golem, une petite entité qui peut servir à la guérison, qui peut servir à la découverte des trésors, qui peut servir à moult choses. Et c'est toujours une journée, 2 jours? C'est toujours des stages de 2 jours, donc des stages de 48 heures. Ce sont des entités énergétiques ou à base de matière? Les deux. Pour incarner l'énergie, il faut toujours une matière concrète. Alors, les golems, bon, c'est les petites entités qu'on peut fabriquer. Et les statues miraculeuses, c'est la science chrétienne des miracles qui consiste en fait, avec une statue de saint, à réaliser, à charger une statue avec des concepts bien particuliers pour obtenir des guérisons comme un certain nombre de saints le réalisent. Bon, mais ça, c'est un sujet, c'est pas un sujet spiritualiste, je dirais, c'est un sujet magique, donc opératif. Au mois de juin, on va voir le dérèglement climatique. Alors là, ce sera un séminaire, un stage qui sera essentiellement scientifique. On verra peut-être quelques prédictions, mais c'est surtout sous son aspect scientifique, dérèglement climatique et mutation planétaire. Bon, on verra des choses comme l'accélération du temps, bon, parce qu'on a des problèmes au niveau du phénomène de temps actuellement. On a des problèmes également au niveau du phénomène de climat, on a des risques de montée des eaux, on a un risque de conflit nucléaire, par exemple entre Jérusalem et les puissances arabes, etc., etc. Donc on verra tout ça sous son aspect beaucoup plus technique. Est-ce qu'il y aura des techniques pratiques justement pour essayer de faire quelque chose? Alors, pour ceux qui éventuellement seraient intéressés pour faire quelque chose, on verra ça après. Alors, ce stage, par contre, dérèglement climatique, ne sera pas enregistré et les magnétophones seront interdits pour éviter que l'information se diffuse trop dans le public. En échange, vous aurez un fascicule qui fera entre 150 et 200 pages pour vous remémorer bien le stage. Mais là, on fera un stage, je dirais, en petit comité, voilà, plus secret. Ce sera le 9 et 10 juin. Vous nous envoyez les... Oui, je vais vous envoyer toutes les invitations, tout ce qu'il faut. Alors, un truc très amusant justement au sujet du dérèglement climatique, c'est que vous savez qu'il y a quelques jours, la plus grande plateforme pétrolière mondiale a sombré. Or, quel était le nom de cette plateforme pétrolière? Aïe, aïe, aïe. Il y en a un qui le sait? Le nom de la plateforme. Je dis. Ils l'ont dit à la télévision. Elle s'appelle P36. Bon, Oui, ouais. P36. La P36 a sombré. Le petit grain de sable arrive. Alors, Il est c'est tapé. intéressant parce que quand on sait que les puissances d'Arche qui nous gouvernent sur un plan spirituel et qui vont bien être obligées à un moment d'arrêter l'humanité sur le plan de ses pollutions et sur le plan de tout ce qu'il fait comme désagréments et comme bêtises, C'est trop tard. qu'est-ce qui va intervenir? C'est les puissances du 36 qui vont venir, qui risquent de casser un certain nombre de choses dans notre civilisation. Alors ce P36, ça m'a amusé. En plus, il me semble qu'il y a une loge qui s'appelle le P36. En plus, ah oui, voilà, je savais pas, mais c'est du côté du Brésil. Alors il paraît que c'est la plus grande plateforme pétrolière qui donnait 80% de son pétrole au Brésil. Il y a 1 500 000 litres de pétrole qui est coulé. Voilà, bon. Et alors après, Mais je peux vous Oui. poser une question, quand vous prononcez le nom tout à l'heure, que c'était le cas. C'est concernant le climat, Oui. au niveau, on a le temps par rapport au... Accélération du temps, oui. Accélération du temps, alors c'est pas le climat là. Mais Par rapport au métaux, par rapport au... c'est la durée du temps. Le décalage dans le temps, accélération du temps. Voilà, accélération C'est-à-dire que dans quelque chose, ça accélérera. par exemple. Et alors, bon, on verra dans ce stage que on commence à avoir des répercussions physiques et à la limite un peu mesurables de cette accélération du temps. C'est-à-dire que c'est pas l'accélération du temps, de la durée, c'est pas un phénomène uniquement psychique. C'est vrai que des fois le matin on se réveille, on a l'impression d'être arrivé à la fin de la journée et d'avoir rien fait dans sa journée. Ça tout le monde l'a plus ou moins, mais ça c'est les gens sensibles qui l'ont. Là, il y a certains problèmes qui ont lieu sur un plan plus technique, plus mesurable, plus scientifique. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il faut toujours confirmer l'ésotérisme par le scientifique. Il faut qu'on ait les pieds sur terre en tant qu'ésotériste. Parce que sinon, bon, on part dans des mystiques, on part dans des grandes théories qui n'ont pas de répercussions physiques. Moi, ce que je veux quand je fais un stage ou quand je travaille, c'est, bon, on me dit que telle chose
ça donne tel résultat, oui, je veux bien le croire. Mais maintenant, j'ai besoin de le voir physiquement. Donc c'est ça qu'on va voir. Accélération du temps, des détails curieux. Le 30 juin et le 1er juillet, on va faire un stage sur l'exorcisme. Bon, alors ça, c'est plus pour ceux qui voudraient pratiquer l'exorcisme, soit pour eux-mêmes, soit en clientèle. Donc envoûtement, désenvoûtement, contre-envoûtement, exorcisme, enfin on va voir toutes ces petites choses-là. Il y avait aussi un hôtel breton. Alors, je pense qu'on va tout faire, tous les stages ici. Bernard, Oui. est-ce qu'ils ont les stages d'exorcisme quoi? Bon, ce n'est pas différent des On verra, voilà. Vous recevrez le programme et après à ce moment-là, vous me téléphonez, vous me posez la question directement. Ah oui, ça va. Là, on fait juste un petit truc rapide. Bon, fin juillet, on fera un stage sur la Sainte Messe et l'arcane. Oh. Alors, sur l'Eucharistie, donc le pain et le vin, et l'arcane, et les architectures du 36. Oh là. Parce qu'on va s'apercevoir, quand on travaille sur le 36, que avant le 36, il y a quelque chose, puisqu'on a dit que le 36 était l'intermédiaire entre Dieu et nous. Alors, Dieu, c'est quoi? Quand on parle de Dieu, on va tomber sur la Trinité, sur la Sainte Trinité. Donc, cette Trinité est à l'origine de l'éther des arches du 36. Et c'est ce qu'on célèbre pendant la messe. Donc, on va voir ça sous un aspect plus je dirais, sous forme de science mystique. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la logique, de savoir comment ça fonctionne. Donc ce stage, la messe, d'aller à la messe, c'est très bien. La messe est censée nous donner la vie éternelle. Je veux bien. Mais pourquoi? Si je comprends pourquoi, là, à ce moment-là, je vais peut-être aller à la messe. Si je comprends pas pourquoi, j'y vais pas. Donc ça va être on va terminer notre petite saison de formation sur ce plan-là. Je prends pas trop les questions en ce moment parce que sinon, comme on a un programme assez chargé, on va être un petit peu court au niveau du temps. Alors, une petite chose, un petit post-scriptum sur les gardiens du seuil. Alors, le gardien du seuil, qu'est-ce que c'est? Ça va être des événements qui vont se produire pour ralentir votre progression dans le domaine spirituel ou dans le domaine initiatique. Un gardien du seuil peut prendre tout un tas de formes, tout un tas d'éléments. Bon, par exemple, on a une ou deux personnes qui devaient venir au stage aujourd'hui, et puis le gamin a attrapé la grippe juste avant. Ça, c'est l'expression d'un gardien du seuil, qui fait que la personne ne peut pas venir parce que l'enfant a la grippe. Bon. Qui fait qu'on peut avoir des problèmes pour venir au stage parce qu'il y a des grèves de train. Quand on était une semaine avant le stage, j'ai dit à Bernadette, bon, ils vont bien nous faire une petite grève. Alors, ces gardiens sont là, en fait, pour faire un filtre. Ils sont là pour faire un filtre, c'est-à-dire pour que, je dirais, les plus forts ou ceux qui ont le plus de volonté, le plus de persévérance, vont passer au-dessus de ce gardien et vont venir quand même au stage. Un gardien du seuil, par exemple, c'est que pour venir ici, il a fallu faire ce matin un certain nombre de kilomètres. Il y a des gens qui viennent de Bruxelles, il y a des gens qui viennent de Paris, bon. Mais ça fait une frontière, ça va faire un filtre. On ne vient pas au stage parce que c'est trop loin. On ne vient pas au stage parce que l'enfant est malade. Ou plus facilement, on ne travaille pas le livre sur le 36 parce qu'il y a un bon film à la télévision ce soir. Ou parce que on a tout un tas de bonnes raisons pour ne rien faire. Alors, en sachant que ces bonnes raisons sont là pour filtrer et pour vous empêcher de travailler, il faut le savoir, il faut reconnaître leur existence, et à partir de là, on va les surmonter. Donc, par exemple, notre ami Jocelyn a réussi à surmonter le gardien du seuil qui voulait l'empêcher de venir au stage ce matin. Oui, parce qu'il vient de loin, celui-ci. Voilà. Alors, parce que quand on va voir, comme tu disais tout à l'heure, on va voir des pratiques pendant ce stage. Mais ces pratiques, si on ne les fait pas, vous aurez une connaissance intellectuelle du 36, mais vous n'aurez pas une connaissance de toucher. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans les mois qui vont venir, vous puissiez toucher le 36, vous puissiez le voir avec vos yeux à vous, vous puissiez faire vos expériences. Certaines vont fonctionner, d'autres seront un échec, mais il faut faire quelque chose. Donc, tout ça, c'est les gardiens du seuil. Alors, l'initiation n'est pas la voie de la facilité. Donc, à partir de là, si vous venez ici pour chercher, je dirais, des opérations magiques qui vont vous rendre beau, riche, intelligent, sans travailler, ce sera un échec.
Vous êtes déjà, oui, donc vous n'avez pas besoin. Mais oui, on n'a pas besoin. Nous le sommes tous. Donc l'ésotérisme, c'est pas la voie de la facilité, c'est la voie du travail. Et Thomas Edison disait une chose qui était très très intéressante. Quand on lui posait la question, qu'est-ce que le génie? On pourrait poser, qu'est-ce que l'initiation? Pareil. Qu'est-ce que le génie? Eh bien le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. On peut dire que l'ésotérisme, c'est pareil. C'est 1% de don personnel et 99% de travail, de persévérance et de transpiration mentale sur les textes pour essayer de comprendre, et puis physique pour faire les rituels. Et on va voir bientôt qu'il y aura aussi une transpiration plus que physique pour faire les rituels, mais également un peu, pas physique musculaire, mais on va le voir. Donc c'est ça. Si vous avez bien compris qu'il va falloir travailler pour obtenir les pouvoirs, qu'il va falloir travailler pour obtenir en fait une évolution spirituelle, je dirais que vous avez retenu le plus important du stage. Alors, deuxième chose extrêmement importante pour aborder le 36, c'est de commencer par oublier tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Oubliez les livres sur l'ésotérisme, oubliez les livres sur la magie, oubliez les livres sur la réincarnation, oubliez les livres sur les religions. On essaye de faire le vide, d'oublier ces choses-là, de travailler sur cet arcane, et ensuite, nous pourrons revenir aux livres sur la magie, aux livres sur le bouddhisme ou la réincarnation, aux livres sur les religions, etc. Mais avec la compréhension du 36. Et là, vous comprendrez pourquoi tel et tel élément se place de telle et telle façon. Ou vous comprendrez pourquoi dans tel livre, par exemple sur les 72 génies de la Kabbale, vous y verrez les erreurs. Et vous direz, oui, tel auteur, il a recopié un certain nombre de textes, il a fait des erreurs volontaires ou involontaires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens du Moyen-Âge, les écrivains, avaient l'habitude de piéger leurs textes pour qu'ils ne soient pas pratiques, pour qu'ils ne soient pas utilisables. Donc, dans l'arcane, par exemple, des 72 génies du Semam Forash qu'on trouve dans une multitude de livres, il y a des erreurs qui sont là exprès, qui sont très simples. Si vous avez bien étudié le 36, vous allez tout remettre en place. Et vous pourrez éventuellement utiliser cet arcane du 72 avec beaucoup plus d'efficacité. Mais sinon, il y a des clés qui font que on les voit, les anges à la limite, mais on peut difficilement communiquer avec eux parce qu'il y a une glace entre nous et eux. Donc, on commence par tout oublier. Alors, abordons maintenant vraiment notre sujet. Pour ceux qui n'ont pas le livre, on en a amené quelques-uns, livre sur le 36. Il serait bon de vous le procurer pour le lire, parce qu'il y a un certain nombre de choses, disons, d'arguments qui sont développés dans ce livre qu'on n'aura pas le temps de reprendre au séminaire. Première question que l'on va se poser, c'est quelle heure est-il aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on fait ce stage, ou pourquoi aujourd'hui vous êtes là? Pas avant, pas après, quelle heure est-il? Quand on allume la télévision, quand on ouvre la fenêtre pour regarder le temps qu'il fait, comme on disait tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas très normales. Donc, le climat est en train de se dérégler, à la télévision on a l'impression qu'ils deviennent complètement fous. Pour vous donner un exemple, l'histoire en France qu'on a avec la fièvre afteuse. La fièvre afteuse, en 1910, on donnait un peu de chlorure de magnésium aux bêtes, on les soignait en une semaine, et puis il y avait peut-être dans le troupeau de 100 têtes, il y avait peut-être 2-3 bêtes qui mouraient, et puis c'était terminé la fièvre afteuse. Bon. Aujourd'hui, on abat on en est à 500 000 de bêtes abattues en Angleterre. On se demande pourquoi, alors que d'un autre côté, en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim. La fièvre afteuse, c'est comme une grippe. Bon, alors si on vous tue parce que vous avez la grippe, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors personnellement, j'ai du mal à comprendre ce genre de décision. Bien sûr, on va toujours trouver une solution. C'est à cause de phénomènes commerciaux, de phénomènes économiques qui sont derrière, qui font que... Mais on a l'impression que les gens qui prennent les décisions deviennent fous. Ce n'est pas des décisions qui sont tellement logiques. Donc, quelle heure est-il? Eh bien, il est l'heure, pour un certain nombre de personnes, d'entrer dans une évolution ésotérique, dans une accélération de nos capacités de compréhension, et pour d'autres,
dans une accélération de chute, dans une accélération d'entrée dans les ténèbres. C'est comme si l'humanité, petit à petit, était en train de se séparer en deux. Il y a ceux qui vont avoir de plus en plus de compréhension et de révélation. Les dons vont augmenter pour certains d'entre nous. Et pour d'autres, on a l'impression qu'ils ont des écailles devant les yeux. Ils ne voient plus la réalité. Ils voient la réalité de moins en moins. C'est le président Bush. Le président Bush dénonce, par exemple, le processus de Kyoto et a décidé que l'écologie, que tous les accords écologiques qui avaient été signés par les présidents américains précédents étaient caducs. Lui, il veut polluer. Alors c'est la preuve qu'il y en a certains qui comprennent de mieux en mieux, puis il y en a certains qui comprennent de moins en moins bien. Donc, quelle heure est-il? On est à l'heure de la séparation, et on est à l'heure, comme on disait tout à l'heure avec cette plateforme pétrolière P36, on est à une heure où le 36, les arches, ils vont commencer à venir mettre des petits coups dans nos structures. D'où l'intérêt pour chacun d'entre nous de travailler de plus en plus ardemment, de plus en plus efficacement ces domaines du 36. Ou l'ésotérisme en général. Attention, nous ne détenons pas la science infuse. Hein. On a quelques techniques, on vous livre quelques arcanes, quelques façons de faire. Il y a d'autres gens qui font d'autres choses qui sont également très bien. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que le 36, il va venir nous chatouiller. Il va chatouiller l'économie, il va chatouiller la politique, il va chatouiller toutes les pollutions et on va avoir des événements très intéressants. Bon. Et chatouiller, vous voulez dire d'une façon bénéfique? D'une façon bénéfique spirituellement pour l'ensemble, mais d'une façon maléfique pour celui qui va être chatouillé. Parce que lui, il va tout perdre. Il y en a, ils vont avoir l'inversion. La bourse, si la bourse s'effondre, il y a plein de gens qui vont tout perdre. Pour faire la fête. Alors c'est peut-être bénéfique pour l'ensemble de la planète parce qu'on polluera moins, mais sur le coup, ce sera difficile à vivre. Attends, non, tout à l'heure. Alors, la livraison du travail sur l'octogone nous a posé un cas de conscience. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le plan du stage, je vous l'ai envoyé, vous avez répondu, et puis après j'ai commencé à faire mon stage. Bon. Puis je me suis dit, mais attends, je vais vraiment leur parler de tout ça? Alors comme c'était dans le programme, on va parler de tout ça, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail sur l'octogone n'a jusqu'à aujourd'hui été étudié que très succinctement ou dans des petits groupes extrêmement fermés. Le travail sur l'octogone, tel qu'on va vous le livrer, n'a jamais été ouvert au public. Et même à un certain nombre de groupes très privés, on n'a jamais abordé ce travail de cette manière-là. Donc je me suis retrouvé un peu coincé par moi-même, mais bon, tant pis. Pour vous livrer le 36 sous une forme, je dirais beaucoup plus incisive qu'elle n'est plus l'être avant. Donc, ce que je vous demanderai aussi, ce sera quand même un petit travail. Je ne vais pas tout vous donner parce que je ne peux pas, mais d'un autre côté, je vais vous en donner suffisamment pour que vous puissiez trouver les éléments du puzzle qui manquent. Puis vous m'enverrez la copie, puis on fera les corrections. Donc, je me suis retrouvé quand même devant un cas de conscience. Est-ce que j'allais vraiment vous le livrer tel que je voulais le faire ou pas? Et j'ai été obligé de dire oui. Alors, première chose importante, symbolisme du vert et du rouge. Alors bon, édition rouge et vert ou édition vert et rouge, bon, c'est peut-être pas un hasard qu'on a appelé ça comme ça. Oui. Les documents confidentiels, il va y avoir ça. Il va y avoir ça. Ouais. Alors prenez des notes, les documents confidentiels, on ne vous les donne pas maintenant, on vous les donnera à la fin du stage. De manière, dans les documents confidentiels, il y aura en fait l'aspect, bon il y a une quarantaine de pages, l'aspect, les idées principales. Bon. Mais comme au cours du stage, il y a d'autres idées qui vont naître, donc prenez des notes, de dire oui. Alors, première chose importante, symbolisme du vert et du rouge. Alors bon, édition rouge et vert ou édition vert et rouge, bon, c'est peut-être pas un hasard qu'on a appelé ça comme ça. Oui. Les documents confidentiels, il va y avoir ça. Il va y avoir ça. Ouais. Alors prenez des notes, les documents confidentiels, on ne vous les donne pas maintenant, on vous les donnera à la fin du stage. De manière, dans les documents confidentiels, il y aura en fait
l'aspect, bon il y a une quarantaine de pages, hein, l'aspect, les idées principales. Bon. Mais comme au cours du stage, il y a d'autres idées qui vont naître, donc prenez des notes. Alors les deux dragons. Quand on lit des livres d'alchimie, souvent on a un dragon vert, un dragon rouge, ou un dragon blanc, un dragon rouge. Quand on lit la légende de Merlin, pareil. Il y a deux forces qui vont s'affronter. Le rouge et le vert. Le rouge, c'est la puissance qui va venir du ciel, la puissance du feu. Et le vert, c'est la puissance tellurique qui va venir du centre de la Terre. Et dans toutes les traditions, on va retrouver cet affrontement entre ces deux forces, qu'on va nommer rouge et vert. C'est également Saint-Michel qui va combattre le dragon. Mais si Saint-Michel est victorieux du dragon, Saint-Michel ne tue jamais le dragon. Il est toujours juché sur lui. Il le transperce avec sa lance, ou il le menace avec sa lance. Mais, à la limite, la première statue de Saint-Michel avec le dragon, s'il l'avait vraiment terrassé, la deuxième statue de Saint-Michel, on aurait eu Saint-Michel tout seul, sans le dragon. Mais le dragon est nécessaire à Saint-Michel, comme Saint-Michel est nécessaire au dragon. C'est comme dans une cathédrale. Vous avez des forces qui sont arc-boutées l'une sur l'autre. Et le mur droit est aussi nécessaire que le mur gauche pour que l'édifice tienne. Donc il n'y a pas un dragon qui est mauvais et un dragon qui est bon. Il y a deux forces qui vont s'affronter. Donc Saint-Michel et le dragon. Saint-Georges et le dragon. On a également, dans la Bible, Dieu et la bête. Dieu affronte la bête. Le fameux 666. Mais la bête est aussi nécessaire à Dieu que l'inverse. Si la bête n'existait pas, Dieu n'aurait pas de combat. Et nous, et si la bête n'existait pas, nous, hommes, nous n'aurions rien à combattre. Donc nous serions peut-être purs, mais niais dans notre façon d'être. On n'aurait pas de force. Si on a des muscles, c'est parce qu'on a une force de gravité qui nous tire vers le centre de la planète. Ça nous oblige à développer des muscles. S'il n'y avait pas de gravité sur notre planète, on serait tout flasque, on serait tout mou, on serait tout évaporé et on n'aurait aucune puissance. Donc, la bête est aussi nécessaire que Dieu. Alors on pourrait dire, Dieu et sa bête, on pourrait dire que le 666, c'est un aspect de Dieu, et le 36, ça va être son aspect positif. Le 36, c'est l'aspect positif, et le 666, c'est son aspect négatif. Mais, on va dire, mais si c'est une création divine, elle est ni négative ni positive, elle est. Bien entendu qu'elle est. Mais si un pavé tombe sur mon pied, je vais considérer que le pavé est quelque chose de négatif. Il m'a fait mal. Par contre, si le pavé, je m'en sers pour construire ma maison, il est positif. Donc c'est pas la force par elle-même qui sera bonne ou mauvaise, c'est ce que moi je vais subir, égoïstement. Alors, si on prend le cas d'un des plus grands pollueurs de la planète, par exemple, qui lui va rencontrer peut-être un jour les arches du 36, et qui vont réduire son royaume à néant. Pour lui, ce sera la bête. Par contre, pour un ésotériste, ou pour vous, qui alliez étudier et qui, grâce au 36, allez peut-être comprendre des choses différentes, pouvoir faire descendre ce feu spirituel que nous désirons, ce 36 sera une révélation spirituelle, sera bonne. Ce sera l'incarnation de Dieu. Et pourtant, c'est la même puissance qui d'un côté peut détruire et de l'autre peut construire, selon nous, l'attitude que nous avons envers elle. Alors c'est aussi la Sainte Vierge qui met le pied sur la tête du serpent. C'est l'aspect cosmique, donc qui vient d'en haut. Hein, les forces rouges, en fait, elles nous viennent du ciel. Donc c'est l'aspect cosmique et l'aspect tellurique qui va remonter du centre de la Terre. En sachant que l'aspect cosmique est plein d'amour, mais de justice également. Donc porteur d'amour et de justice, alors que l'aspect tellurique, c'est un aspect
C'est la même force, mais en révolte. C'est un aspect, c'est une puissance qui va être beaucoup plus liée au pouvoir magique. Au pouvoir, par exemple, de l'hypnose. C'est le serpent. Et il est vrai que les serpents sont chargés de tellurisme. Et pour preuve en Afrique, quand on fait des rituels, quand ils font des rituels aux dieux serpents, bah, ils essayent en fait d'absorber le tellurisme de l'animal. Donc, le rouge et le vert. L'éther et, certains vont dire, le spectre de l'azote enfermé au centre de la Terre. C'est lui le dragon. C'est lui à la limite le Shatan ou le diable des histoires. Les démons, les daimons, on est en train de vous préparer un petit truc sur les démons et les daimons. Alors les daimons, ils sont là. Ils sont enfermés sous terre. Ils sont instinctifs. Le serpent est un daimon. C'est un être instinctif. Mon chien, mon chat sont des daimons, des êtres instinctifs. Les chrétiens ont mis des démons, ont changé le grec daimon et ont mis le mot démon. Donc mon chat est un démon. Enfin, les chats noirs sont des démons, le mien est blanc, donc c'est un saint animal. Oh, les pauvres bêtes. Alors, Hein? quand on a, bon, on peut tordre les mots dans tous les sens. Quand on a le sang du Christ qui est rouge et le Saint Graal taillé dans une émeraude, donc il est vert. Donc on va avoir le Graal et le sang du Christ censé donner la vie éternelle qui est dans le Graal. Alors, le problème, c'est qu'on va avoir besoin, pour avoir cette symbolique du Graal, pour être soi-même un Graal, on a besoin du vert et du rouge. Si on considère que l'on ne doit que travailler sur un plan spirituel sans s'occuper des forces telluriques, on va être un mystique, c'est très bien, mais on n'aura aucune structure pour accueillir cet élixir de vie. Il y a une petite place qui reste quelque part, peut-être. Ouais. Peut-être dans le monde. Surtout dans le Donc, ces fameux daimons qui sont considérés comme négatifs sont utiles pour réaliser le phénomène initiatique qui consiste à être vert et rouge, ou rouge et vert. La puissance tellurique nous donne la force, une espèce de force. C'est la force du sorcier en fait. C'est la force du pouvoir, l'aspect vert. Et l'aspect rouge, c'est la force spirituelle, ou c'est la façon dont on va utiliser ces pouvoirs. Donc ils sont nécessaires tous les deux. Et là on retrouve bien sûr le symbolisme de la messe, le calice avec le sang qui va donner la vie éternelle. Sur un plan alchimique, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui touchent un petit peu l'alchimie, on aura sur un certain plan, sur un plan, je dirais moins matériel, le soufre qui sera rouge et le mercure qui sera vert. Le soufre étant l'esprit, le mercure étant la matière. Et toujours un combat entre le soufre et le mercure, entre l'esprit et la matière. On est arc-bouté. Si on prend l'image d'un arbre, on va avoir la terre, notre arbre va avoir son tronc, ses feuillages. Ça, c'est l'aspect au-dessus de la terre, donc c'est l'aspect spirituel de la chose. Mais si un arbre ne possède pas de puissantes racines dans le sol, bah déjà il ne se nourrit pas, et la première tempête le couche. D'où la nécessité donc d'avoir le rouge et le vert. Alors j'insiste extrêmement sur ce point parce que
dans l'ésotérisme, on fait toujours l'erreur. Soit on recherche les pouvoirs, c'est-à-dire le verbe, le pouvoir de la magie, le pouvoir des rituels, le pouvoir de contraindre son notaire à signer, le pouvoir de contraindre son banquier à nous accorder le prêt, le pouvoir de... Bon, ça c'est l'aspect sorcier de la question. Donc il y a une partie des gens qui font de l'ésotérisme qui sont dans les pouvoirs et à la recherche des pouvoirs. C'est une colonne du temple. Vous avez d'autres personnes qui sont dans l'ésotérisme qui recherchent Dieu, qui recherchent la spiritualité, qui recherchent la mystique. Donc, le contact avec le ciel, c'est bien, mais ils n'ont pas de racines. Autant ceux qui cherchent les pouvoirs n'ont pas de vie extérieure, de vie spirituelle, donc leurs pouvoirs seront très limités. Autant quelqu'un qui est uniquement mystique sera également très limité parce que là, il ne va pas pouvoir grandir beaucoup, vu qu'il n'a pas de racines. Donc, toujours l'aspect des deux. Alors, si vous avez de grosses racines, c'est-à-dire que si vous étudiez les pouvoirs magiques, eh bien, vous devez développer vos forces spirituelles, faire ce que vous n'avez pas. Et si vous êtes mystique et que vous avez énormément d'amour envers Dieu, eh bien, il faut que vous développez vos racines, parce qu'autrement, vous allez être de plus en plus malade, vous allez avoir des problèmes à cause des vents violents qui vont se déplacer à la surface. On a également une double circulation d'énergie, c'est-à-dire que vous avez des énergies. Si on considère que l'initié va être au cœur du problème, l'initié va être là, dans le tronc de notre arbre, il doit donc capter des forces telluriques, des forces éthériques qui viennent d'en haut. Double circulation, des forces qui viennent d'en haut, qui doivent en fait passer à l'intérieur, et les forces telluriques vertes qui ressortent d'en dessous, de manière à faire une troisième énergie, de manière à faire une conjonction du cosmique et du tellurique. Alors pour l'instant, ça reste très théorique. On va voir l'application pratique et comment le mettre en mouvement. On va considérer que le travail sur le 36, sous forme de rituel, sous forme d'octogone, sous forme de prière, ça va être un travail sur le rouge. Et développer nos racines, eh bien on va le faire en travaillant sur le corps. On va le voir tout de suite. Alors n'oubliez pas cette phrase extrêmement importante: sans racines, point de fruits. Si vous n'avez pas de racines, vous n'aurez jamais de fruits, donc vous n'aurez jamais l'initiation. Vous serez bien, vous aurez fait plein de belles choses dans votre vie. Vous aurez Mère Teresa, par exemple, elle a fait plein de belles choses dans sa vie. C'est une femme extraordinaire, c'est bien. Elle a développé une petite tige avec un petit feuillage. C'est mieux que d'avoir simplement développé une racine. Soit. Mais Mère Teresa, malgré tout le bien qu'elle a fait, ce n'est pas une initiée. L'initié va plus loin dans sa démarche. Alors maintenant, tout phénomène occulte, tout rituel, tout résultat, ce qu'on veut, c'est obtenir des résultats, est lié à une énergie. C'est-à-dire que sans énergie, vous n'obtiendrez aucun résultat. Comment puiser des énergies telluriques de manière à commencer à obtenir des résultats dans nos rituels? Ou comment, si on obtient déjà des résultats, amplifier notre puissance personnelle? Alors, donc samedi matin, on va voir un petit peu comment développer en nous des pouvoirs magiques qui vont nous permettre de toucher les choses de manière concrète. Cette technique qu'on va aborder, ça va nous permettre, quand on fait un désenvoûtement par exemple, ou un exorcisme, d'avoir un résultat. Oui, la personne se sent mieux. Sinon, on va tirer la force de nous-mêmes. Alors, soit on aura un résultat, mais on se sera vampirisé dans le rituel, soit on n'aura pas de résultat parce que l'énergie mise en eux sera trop faible. Donc, importance de travailler sur ses racines. Alors, ce tellurisme dont on parlait tout à l'heure, mais dont on parle maintenant,
il y a plusieurs états que nous pouvons avoir. On peut avoir un état de carence, c'est-à-dire, en général, nous, civilisés, on a tous un état de sous-alimentation tellurique, de sous-alimentation énergétique. Ce qui nous provoque des faiblesses, des maladies, tout un tas de la malchance, par exemple, parce que c'est quoi la chance? J'ai réussi ou je ne réussis pas. Mais c'est lié à votre potentiel énergétique. Que ce soit dans n'importe quelle situation, pour convaincre un employeur de signer le contrat, pour convaincre X personnes de nous aider, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une puissance énergétique. Si on a une puissance, on va rayonner, on va avoir de la chance. Si on est en état de sous-alimentation, on n'aura pas de chance. On sera malheureux en amour, malheureux en argent, malheureux dans tous les sens du terme. Vous avez d'autres gens qui sont en état de suralimentation tellurique. Ce sont des gens qui sont en état de révolte permanente. Bon, on va dire que c'est Greenpeace qui va couler du béton à s'enchaîner au rail du train pour empêcher le convoi nucléaire de passer, parce que ça, après tout, c'est pas forcément mal, mais c'est un état de, je dirais, de révolte. L'initié, il va pas forcément faire des choses comme ça. L'initié, lui, il va comprendre la loi. Donc il va pas exprimer ses énergies sous un aspect de révolte physique, il va exprimer ses énergies d'une manière beaucoup plus subtile et peut-être beaucoup plus efficace. Un magnétiseur est quelqu'un qui est en état de suralimentation énergétique, puisque lui, il n'a pas besoin de faire des exercices pour avoir ce tellurisme. Il impose les mains, il obtient un résultat. Par contre, si ce magnétiseur veut amplifier son potentiel ou travailler son potentiel dans un sens, je dirais, plus canalisé, ces techniques seront intéressantes à pratiquer. Parce que ce qu'il faut, en fait, c'est obtenir un équilibre. Alors, on va aborder tout de suite ce qu'on a appelé le rituel du petit dragon, ou rituel du dragon. Petit dragon parce que c'est un rituel, c'est une forme de travail personnel. Le grand dragon, ce seront plus les techniques de totémisme et le travail sur les animaux, qui sont des égrégores collectifs. Donc, aujourd'hui, c'est le petit dragon. Alors, il y en a certains d'entre vous qui le font déjà depuis un certain temps, il y en a qui le font depuis peu de temps, et il y en a qui le font depuis très longtemps, depuis au moins plusieurs années. Il y a 2 métaux qu'il faut avoir. Alors ça, à tous nos stages, on en parle parce que c'est un élément qui est quand même important et il faut y revenir assez régulièrement. Vous avez besoin de 2 métaux. Une petite boule de plomb qui peut tenir dans la main, de manière à pouvoir, en fait, fermer la main sur la boule. Donc une petite boule de plomb, de la taille, par exemple, d'une balle de ping-pong. Alors, si vous êtes un petit peu bricoleur, ce qu'il est possible, c'est de fondre du plomb dans une casserole avec toutes les mesures de sécurité qui s'imposent, de fabriquer un petit moule en plâtre avec une balle de ping-pong et de couler son plomb dans son moule. Si vous n'êtes pas bricoleur, vous allez dans un magasin d'articles de pêche, vous achetez un gros plomb de pêche, hein, vous avez des espèces de poires qui sont vendues un petit peu cette forme-là. Hop. Vous prenez une scie, coupez ici, et vous avez quelque chose d'à peu près sphérique. Bon, la forme n'est pas tellement importante, il faut simplement que ça puisse tenir dans la main. Une question idiote, ça se peut. Non, une question tout court. D'accord, j'ai compris, merci. Mais pour la faire fondre, là, on trouve ça par des tuyaux, quoi. Oui, alors vous avez, bon, à Paris, vous avez Weber Métaux qui peuvent vous... On prend avance au tuyau, faut prendre du plomb, faut prendre une petite feuille de plomb. Une petite feuille de plomb, vous la faites fondre dans une casserole, parce que si vous prenez un plomb de pêche, à fondre, ça va être très très difficile. Hein. Donc une petite feuille de plomb, et puis vous en prenez 200 grammes. Magasin de bricolage. Magasin de bricolage, magasin de métaux. Peut-être, oui, armurerie, ouais. Oui, ou des tout petits plombs, à ce moment-là. Voilà. Oui. Vous achetez des tout petits plombs, soit des petits plombs de pêche, des petits plombs de chasse, et vous faites fondre en une casserole. Pour faire une petite boule. Mais le plus simple, c'est encore de prendre un plomb de pêche. Hein. Bon, c'est pas...
La pureté du métal est importante. En plus c'est pur, mieux c'est, oui. Mais bon, c'est pas, on va pas être plus royaliste que le roi, en ce sens qu'on va... Alors, on m'a déjà posé la question sur le saturnisme. Alors si vous avez peur du saturnisme, parce qu'après on va utiliser cette boule de plomb, vous pouvez mettre votre plomb dans un petit sachet en coton. Un petit sachet en coton. Bon, si vous avez peur du saturnisme. Moi j'ai utilisé pendant des centaines d'heures la boule de plomb à même la main, je crois que j'ai pas encore attrapé le saturnisme. Donc, vous faites comme vous voulez. Et vous aurez besoin ensuite d'une petite plaquette de fer, alors de préférence du fer doux, mieux que de l'acier. Les dimensions sont un peu variables. Ça peut être 6 cm sur 6 cm et 1 ou 2 mm d'épaisseur. Ça peut être 5 sur 6, ça peut être 4 sur 5. En fait, il faut une plaque de fer qui puisse tenir sur les doigts de la main. Fer doux, fer pur, voilà. Il vaut mieux du fer pur que de l'acier. Mais avec l'acier, ça fonctionne quand même. Encore une question de ça se trouve où? Ça se trouve où bon, si vous avez du mal à le trouver, vous... Les verts, pareil, rue de Poitou. Parce qu'il y a beaucoup de bricoleurs là, mais alors là, Chez Rougier justement. Play, là. Rougier Play, ils vous en avez- font, ils vont t'en couper. Vous habitez Paris? oui, à côté. Ouais. Et bon, Weber Métaux. Alors je sais pas, je me rappelle Weber, plus. voilà. C'est rue du Poitou, non? Rue de Poitou. Oui. On demande du fer pur, quoi. Oui, Ouais, oui. du fer pur, pas de l'acier, du fer doux. Du fer doux. Et chez le père, ils nous découpent un petit morceau comme ça. Bah, ils vont nous vendre peut-être. Oui, c'est ça le problème, parce que Oh, vous- c'est facile à couper à Faut, la scie. bah, faut négocier avec le gars, bon. Vous achetez une plaque et vous en faites trop chaud. Un ça résidu, suffit, alors, parce que ça un petit résidu, il va te donner. Oh, faut aller le voir. Et puis- Bon, faut. C'est des trucs, vous dites fossier, mais Oui, non, à Weber, moi, ils m'ont déjà découpé des petites plaques. Je leur ai demandé des plaquettes de 6 sur 6. Bon, c'est vrai, j'en avais demandé 100. Alors, ils m'en ont coupé. Ils ont pris une plaque et puis ils ont coupé. Mais bon, ils ont coupé dans un sens. Puis après, les petites lamelles, il a fallu les recouper dans l'autre sens. Bon, faut négocier un peu avec les gars qui sont là, on quoi. va dire rue du Gros, c'est pour quoi faire, on va vous dire. C'est ça le problème. C'est pour le stage. Le gars qui va vous servir, il dit, non, c'est pas ça, mais il va vous donner, il dit, bah, écoutez, un bout d'acier, un bout de machin, et ça va peut-être pas aller pour ce qu'on veut faire, quoi, c'est ça. Bah, on en avait fait faire pas mal, mais au fur et à mesure du temps, Il y a la bougie. ça s'écoule. Non, on a... Mais bon, s'il y en a un d'entre vous qui a un petit peu de difficulté, il nous reste peut-être une ou deux plaquettes dans un coin. C'est ça le problème. Mais On j'en ai l'a pas pour envoyé tout le par, monde. La poste qui s'est Parce que Ouais. les messieurs, là, il faut s'en prendre pour parce que dès que les dames, elles vont faire. Oui, mais les dames, elles ont un avantage, c'est que si vous Mais allez si chez tu prends Weber une, Métaux rue de si, Poitou, c'est un travail en fait énergétique. Vous aurez tout le détail de l'opération dans le fascicule. Et puis ce que ça va vous donner, etc., etc. Donc, le principe, c'est le principe de la respiration. Parce que par la respiration, on va faire une pompe à énergie. Alors, vous allez vous orienter nord-sud. Pourquoi? Parce que sur notre planète, nous avons des échanges énergétiques qui se font nord-sud et sud-nord. La boussole, elle indique le nord. Donc les échanges, ils se font nord-sud et sud-nord. Donc on va se mettre dans l'axe de la circulation du magnétisme terrestre. Vous allez vous mettre la tête au nord et les pieds au sud. Tête au nord, pied au sud pour être dans l'axe. Allongé par terre de manière à avoir la colonne vertébrale en contact avec ces énergies, donc avec le sol. Il est préférable de faire cet entraînement par terre, dans le jardin, à même le sol, plutôt que de le réaliser en appartement. Bah oui. Mais même en appartement, ça fonctionne. Parce que l'hiver, bon, je préfère le faire chez moi que dans mon jardin. Alors, ce qu'il faut faire, alors bien sûr, comme dans tout rituel ou toute pratique énergétique, éviter tout ce qui va être métallique, c'est-à-dire les montres, les bracelets, les colliers, les ceintures, les lunettes, les boucles d'oreilles, les collants, tout ce qui est synthétique. Éviter les chaussures, éviter les bagues. Tout nu, c'est mieux. Hein. Bon, hein, être en voilà.
Tout ce qui on ouvre la fenêtre. Tout ce qui va être non, voilà, Ah tout oui, ce qui est non. lycra, tout ce qui est bon. Ça coupe, ça. Vaut mieux s'habiller avec du coton, de la laine, un jean, Voilà. un pull s'il fait froid. Vous allez pouvoir également vous placer sur une natte de plage en paille ou une serviette en coton, de manière à avoir quand même un relatif confort. Ou une couverture en laine, ou peut-être pas de la laine, parce que ça isole un peu la laine. Donc plutôt une natte en paille. Alors ce qu'il faudra faire attention, c'est à ne pas pratiquer un exercice trop violent pour la colonne vertébrale, parce qu'on sera quand même allongé par terre. Le contact avec le sol, on ne sera pas sur son lit, on sera sur un contact assez dur. Donc si vous avez des petits problèmes de dos, arrangez-vous pour être installé le plus confortablement possible tout de même. Alors donc, orientation magnétique, on vient de le voir. L'état mental, vous devez avoir un état de vide intérieur, c'est-à-dire un état de méditation. Si votre esprit, ou votre être, qui est comme une coupe, on l'a vu tout à l'heure, est plein de vos propres pensées, de vos propres angoisses, de vous-même, vous aurez du mal à remettre autre chose dessus. Donc il faut faire un état de vide mental, un état de calme mental, de manière à ce que l'énergie rentre librement et puisse s'accumuler à l'intérieur de vous. Donc état de calme intérieur. Alors, mieux que vide, il ne faut pas, par exemple, quand on fait un état de calme intérieur, tenter de visualiser un tableau noir ou un tableau blanc. Parce que ça, c'est la visualisation d'un tableau blanc. Ce n'est pas un état de vide intérieur. L'état de vide intérieur, il s'obtient en commençant à laisser venir toutes les pensées. C'est-à-dire, vous vous allongez, vous vous mettez en position, vous fermez les yeux, et vous laissez les pensées envahir votre esprit. Vous ne devez accorder aucune importance à chacune de ces pensées. Parce qu'en général, on fonctionne sous forme d'arborescence. Par exemple, je pense au facteur. Et après, je suis le fil. Ce facteur me fait penser que je vais recevoir une lettre. Ah oui, et cette lettre me fait penser que je vais sans doute bientôt recevoir ma facture de téléphone. La facture de téléphone me fait penser à mon banquier, etc. Et on a tout un fil de pensée plus ou moins désordonné, et on rentre dans une histoire. Bon. De manière à casser, à interrompre cette histoire, quand on voit la voiture du facteur qui passe dans son esprit, on n'alimente pas cette image, on la laisse passer. Après, on va avoir un petit Donald qui va passer dans l'autre sens, qui pourrait nous faire penser à nos enfants, à nos petits-enfants, qui pourrait nous... Et hop, on interrompt. On n'alimente pas cette pensée du petit Donald. De cette manière-là, on va avoir cette pensée remplacée après par autre chose. Une troisième pensée va traverser jusqu'à un épuisement de notre potentiel émotionnel ou de notre potentiel de ce qui reste à l'état latent. Et à un moment, il n'y a plus rien. Ça, c'est l'état de calme mental. Et c'est cet état qu'il faudra conserver. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on n'a plus rien qui passe, d'un coup on se dit « ça y est, j'ai réussi ». Et là, hop, vous réalimentez le système. C'est difficile à obtenir, mais par l'entraînement, bon, il y en a certains d'entre vous qui y arrivent très bien. Par l'entraînement, on arrive à se faire le calme. Vous faites le calme le mieux possible. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi à faire le calme mental que vous ne devez pas faire l'exercice. Il vaut mieux faire un exercice moyen que rien. Ce sera toujours notre façon de travailler. Il vaut mieux faire quelque chose de mal fait que de rien faire. Donc, le calme intérieur. Après, on va travailler aussi sur la vibration. Parce qu'au démarrage de cet exercice, vous allez faire une vibration, vous allez pratiquer le... Comme ça pendant une dizaine de minutes. Alors, même si vous n'avez pas au début réussi à faire le calme mental, quand vous aurez respiré et fait pendant 10 minutes cette vibration A, E, I, O, OU, vous aurez déjà éliminé pas mal de pensées parasites. Utilisation des métaux, donc comme on a dit, pour réaliser le piège et énergie. Et le cinquième point important, c'est qu'on va utiliser la respiration profonde pour réaliser cette pompe à énergie. Alors, chose importante, cet exercice doit être réalisé tous les jours.
Quand vous faites cet exercice une fois, vous gagnez une unité d'énergie. Quand vous le faites le deuxième jour, vous avez une deuxième unité d'énergie. Troisième jour, troisième unité d'énergie. Si le quatrième jour vous ne le faites pas, vous reperdez une unité d'énergie. Si le cinquième jour vous ne le faites pas, vous reperdez la deuxième unité d'énergie. Donc, si vous faites un jour sur deux, vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Vous n'enclencherez jamais le processus d'accumulation énergétique. Il faut le faire au minimum une fois par jour. Est-ce qu'il y a, On va voir combien de temps. est-ce qu'il y a des heures à faire de conférence? Chacun va voir à quelle heure ça lui convient. Il y a des gens, s'ils le font le soir, ils ont après du mal à dormir. Donc il vaut peut-être mieux le faire le matin. Le matin, c'est bien. Surtout là, on est au printemps, donc le matin, ça sera très intéressant. Alors, le moment où on n'est pas dérangé, le moment, voilà, le moment où le gardien du seuil ne va pas venir vous embêter, parce que vous allez vous allonger par terre avec votre plaque, votre boule, etc. À ce moment-là, le téléphone va sonner. Ah oui. Pour vous déranger exprès, parce que il y a toujours ces petits gardiens qui sont là pour nous ennuyer. Et puis à la limite, peut-être que plus on progresse, et puis plus on a des gardiens qui grossissent aussi, qui vont être proportionnels. C'est quoi ces gardiens? C'est l'ensemble, l'environnement qui réagit, parce que vous allez tenter de vous arracher du collectif, Ça fait partie et le collectif, il veut pas vous voir partir, il veut vous garder avec lui. Donc il va essayer de vous allez enclencher une réaction. Vous avez une action, donc il y aura une réaction de l'entourage. Il y a beaucoup de réactions. Par exemple, j'en ai dit le fait de la relaxation comme ça, et puis j'avais bien mangé dans la main, j'ai mis quelque part là, sur la table. Donc j'ai fait un tour dans la cuisine, je reviens, rien n'a disparu. En bas. Ouais. Oui, oui. Ah, mais- Ah oui, oui, mais J'ai- Ouais. Alors ça peut, on verra, mais il peut y avoir en plus des petits phénomènes qui sont, bon, c'est peut-être un cas particulier, mais normalement il n'y a pas trop de phénomènes de poltergeist ou de choses un peu curieuses comme ça. Mais il y en a. poltergeist, c'est des objets qui bougent tout seuls ou qui disparaissent. Bon, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Mais certaines personnes possèdent certaines énergies ou certaines qualités ou certains dons qui vont aller jusqu'à une manifestation physique dans la matière. Alors, attention, l'exercice n'est surtout pas destiné à enclencher ces phénomènes-là. Non, mais on veut dire que s'il y a quand même s'il y a une réaction pour les personnes sensibles, c'est donc que ça marche, même si on n'a pas cette visualisation de Oui, non, mais attention, il y a des choses très curieuses qui peuvent se passer. Alors, première partie de l'exercice. On posera les petites questions au repas à midi si vous voulez. Première partie de l'exercice. Donc vous êtes allongé, tête au nord, pied au sud, les mains ouvertes, pieds nus bien sûr, pas de ceinture, etc., etc. Vous vous mettez en état de calme intérieur et vous allez commencer à faire des respirations profondes durant une dizaine de minutes. Alors, respiration profonde, c'est commencer par gonfler le ventre. Après, vous faites passer l'air dans la partie moyenne des poumons. Et ensuite, vous faites passer l'air en haut. Donc, respiration en 3 parties. Le ventre, la partie moyenne et le haut des poumons. Lentement, vous inspirez. Et ensuite, vous allez expirer en faisant le vocable que nous avons vu tout à l'heure, en faisant... Et on réinspire par le ventre. Et on réinspire comme ça pendant une dizaine de minutes. Donc ça va déjà bien vous gens qui sont un peu sensibles vont le sentir, ou on le fera un petit peu tout à l'heure ensemble si vous voulez. Donc ça va déjà commencer à vous mettre dans un état un petit peu spécial. En même temps que vous allez faire cette respiration, en inspirant, vous allez visualiser une lumière blanche qui va entrer dans vos poumons. Nous ne fixons pas cette lumière blanche sur un chakra précis. Hein, surtout, ça c'est d'une importance capitale parce que il y a des exercices, je dirais plus ou moins analogues de respiration qui circulent, dans lesquels on va fixer l'énergie au niveau du cœur, au niveau du hara, ou sur un chakra précis. C'est dangereux. Donc surtout, on ne fixe cette énergie sur aucun point particulier du corps.
Si mon foie a besoin d'énergie, cette puissance va aller sur mon foie. Si j'ai besoin d'énergie à mon pied, ça va aller sur mon pied. Si j'ai besoin à la tête, ça va aller sur la tête. Mais je ne vais pas volontairement faire passer cette énergie d'un point sur un autre. On la laisse libre de s'accumuler comme bon lui semble. Donc, quand vous allez inspirer, vous allez visualiser une lumière blanche qui entre dans les poumons. Vous emmagasinez une énergie. Alors, il y a une autre technique, moi, c'est comme ça que je le fais, qui consiste à sentir, à ressentir, à pressentir cette énergie qui rentre par les pores de la peau et qui pénètre chaque centimètre du corps. Chacun va se faire sa petite combinaison personnelle, sa petite sauce, mais on peut faire un petit peu comme le processus de l'éponge, c'est-à-dire quand on va inspirer, on va attirer le prana ambiant. Et après, sans visualisation particulière à ce moment-là. Dans ce cas-là, sans visualisation particulière, c'est pas une visualisation, ça va être une sensation. Moi, je le préfère comme ça, c'est plus puissant. Bon, mais ça, tous ces trucs de visualisation, c'est une technique à prendre, c'est un tour de main, c'est en le pratiquant que vous allez le sentir. Bon, alors cet exercice, on peut le faire à deux. C'est amusant. Vous faites avec votre épouse, avec votre mari. Bon, Oui. vous êtes tous les deux allongés, Ça, je vous le dis. tous les deux allongés, etc. Et puis vous allez tous les deux faire l'exercice en même temps. Pourquoi c'est amusant à deux? Parce qu'on va s'encourager mutuellement. Parce que quand on est tout seul, puis qu'on se dit, ça y est, c'est l'heure, il va falloir que je me fasse mes 20 minutes de respiration. Bon, À 20 minutes, vous avez dit 10 ou oui, 10 pour la première phase, mais là on est sur la première phase. Oui. Après, il y a 2 autres phases qui vont suivre. 3 quarts d'heure, je ne Bon. dis pas. Merci. On va se dire, bon voilà, faut que je me fasse ma petite demi-heure d'exercice parce que Laurent Bernard, On a poussé, nous. après le stage, va venir, bien sûr par dédoublement, voir si chacun d'entre vous fait bien son exercice. Ah, bah, voyons. Voilà. Non. Parce qu'on a besoin d'encouragement au début. Parce que c'est quand même un exercice relativement physique. Et notre corps d'occidental n'est pas tellement adapté à ce genre d'entraînement ni à ce genre d'exercice tellurique. Donc on va rechiner. Là, les gardiens du seuil, ils vont être à l'intérieur, ils vont être dans les muscles. Le gardien du seuil, il va être dans la tête. Il va dire, oh, après ça tourne, je vais pas le faire trop souvent. Ou alors, oh, après je me sens bizarre. Normalement, vous devez vous sentir bien après un exercice comme ça. Et l'inspiration, il y a un temps à faire ou simplement... Non, vous le faites à votre rythme, Comme ça, oui. lentement. Respiration lente et profonde. Il n'y a pas de rythme particulier. Est-ce que vous nous proposez un but pour utiliser cette énergie-là? Bah oui, le but, ça va être les rituels sur le 36, bien sûr. Oui, parce que ça, c'est le début. On monte la pyramide. À la limite, pour avoir la pointe de la pyramide, on va commencer là par faire les fondations. Donc on creuse le sol et on fait des fondations pour monter la maison. Donc c'est ça le but. En condition, en fait. C'est une espèce de mise en condition pour être entendu des dieux. Parce que si quand on parle pas assez fort, les dieux ne nous entendront pas. Alors ça, c'est la première phase. Donc au bout de 10 minutes, vous êtes dans un état particulièrement bien. Si vous êtes sensible, vous allez le percevoir. Deuxième partie, vous prenez la boule de plomb dans votre poing droit. On ferme le poing droit sur la boule de plomb. On pose la plaquette de métal sur le bout des doigts de la main gauche, sur les phalanges. On ouvre les yeux et on va commencer à faire des respirations. Alors, respirations qui seront plus violentes. Alors là, vous ne visualisez plus rien. Normalement, l'état de calme mental doit être obtenu et on va se concentrer uniquement sur la respiration. Alors, soit c'est une respiration violente, ventrale. Comme ça, pendant 5 minutes. Alors, attention, 5 minutes de respiration violente. Déjà, au bout de quelques secondes, on va se retrouver dans un état un peu particulier. Donc, soit vous le faites en respiration violente ventrale, soit vous continuez
les respirations lentes et profondes. Et ça veut dire un état particulier. C'est la tête qui va tourner, ça va être de la suroxygénation. Hein. Attention, C'est faut physique, quoi. pas enclencher des phénomènes de suroxygénation. C'est physique. C'est pas le but est pas là. Le but est de brasser le maximum d'air dans les poumons parce que c'est ça qui va nous apporter l'énergie, mais sans avoir des effets physiologiques qui vont nous déranger. Parce que cette deuxième phase doit durer 5 minutes minimum, de 5 à 10 minutes. Tant que ça, Tant que ça, oui. on est saoulé après 5-6 minutes. Ah bah oui. Ah ouais, Donc, chacun a son rythme, c'est pour ça. Alors, il y en a qui vont supporter une technique d'une durée beaucoup plus longue, et d'autres plus courtes. Nous sommes tous en état de sous-alimentation en oxygène. Hein, on est en sous-respiration, parce qu'on est des Occidentaux, parce qu'on vit dans une civilisation qui n'est pas sportive. On n'a pas besoin de courir pour échapper aux lions qui vont nous poursuivre. On n'a pas besoin de courir après les gazelles pour manger le midi. Donc, on est des casaniers. Et à partir de là, on a un problème de respiration. On respire au 5e de notre capacité. Alors, les respirations doivent être profondes. Alors, le risque qu'on peut avoir, c'est que si on fait des respirations rapides, on va faire des respirations superficielles. C'est pas ça qu'il faut faire. ça, c'est des sportifs. Voilà, mais même pas, ça c'est rien, c'est pas une respiration. Il faut, si vous faites des respirations rapides, faire des respirations assez complètes. Mais les yogis font ça. Les yogis font ça. Exactement. Les yogis font des respirations qui sont plus soft, je dirais, moins violentes. Nous, on a besoin de résultats rapides. Comme on disait tout à l'heure, si on fait un stage, si on vient, c'est pour obtenir des effets. Si vous faites simplement ces techniques respiratoires, à raison d'une fois par jour, pendant 3 ou 4 mois, vous aurez immanquablement des effets psychologiques, physiologiques, ou voire des effets de projection sur votre entourage qui vont avoir lieu. Il faut persévérer pendant 3 à 4 mois, maximum. Moi, j'ai des amis, ils l'ont fait 3 fois, ils ont obtenu les premiers effets. En général, quand on pratique ça, on se sent bien. On est psychologiquement déjà beaucoup plus stable. On stresse moins, que ce soit face à un employeur, que ce soit face à dans une relation X ou Y, on est beaucoup plus terre à terre. On a développé, comme on le disait tout à l'heure, on développe des racines. Et à partir de là, même s'il y a du vent, vous ne bougez plus. Vous êtes moins émotionnel, je dirais. Vous aurez toujours votre sensibilité qui va même s'accroître, mais vous aurez beaucoup plus de racines, beaucoup plus les pieds sur terre, et un incident, un accident, une difficulté quelconque ne va pas vous faire perdre vos moyens. Cette technique ne va pas empêcher forcément l'incident d'avoir lieu, mais ça va vous empêcher de perdre vos moyens, donc d'avoir des réactions beaucoup plus rapides. Et vous dites de le faire une fois par jour pendant 3 ou 4 mois. Et au-delà de ces 3 ou 4 mois, est-ce que c'est un autre degré ou Non, est-ce que au-delà de ces 3 ou 4 mois, vous avez constaté les effets très intéressants de cette pratique, donc vous avez envie de continuer. Ah d'accord. Vous avez passé le cap le plus difficile, c'est 3-4 mois. En fait là c'est la mise en condition, la mise en forme, Voilà. on peut dire. Et après, on le continue pendant des dizaines d'années. Et on le fait de façon certainement beaucoup plus... Le plus facilement. Bon, parce qu'il y a l'effort de volonté, il y a l'effort physiologique qui a été fait. Le corps a pris son habitude de cet exercice. Et le corps va finir par aimer cet entraînement. La première fois qu'on le fait, ça va nous faire mal à la gorge parce que ça va dégager toutes les voies respiratoires. Donc éventuellement mal à la gorge, mal au nez, on a tout ça en feu. Bon, on se dit, Laurent Bernard, il nous a donné un truc à faire, c'est pas possible, il faut vite arrêter. Bon. Mais si vous persévérez au-delà un petit peu de cette douleur physique, au-delà de ces premières courbatures, vous allez y prendre goût. Ça fait partie, nous disent certaines traditions, des exercices de longue vie des Chinois ou de certaines fraternités secrètes. Bon. Parce que vous allez emmagasiner de l'énergie. Donc vous allez ralentir le processus de vieillissement. Cette énergie, vous allez l'avoir à disposition. Alors la première chose que le corps va faire avec cette puissance, c'est de réparer les dégâts. C'est de réharmoniser les chakras.
c'est de restabiliser l'ensemble, c'est de vous recaler sur votre centre personnel. Bon, vous savez, des fois on a l'aura qui est un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, ça va avoir tendance à vous recaler naturellement votre aura. Il y a plein d'effets positifs. Ça va également accroître l'aura. Quand vous faites cet entraînement, vous avez votre aura qui va à peu près doubler de volume. Et après, elle va revenir doucement à son niveau normal. L'aura, c'est le champ énergétique qui nous entoure. L'aura, là, on peut dire qu'on l'a dessiné là, c'est une espèce d'œuf, c'est une espèce de champ énergétique qui émane de nous. Champ, je dirais, il y a de la chaleur et il y a du magnétisme. C'est la projection. C'est la projection. Voilà. Alors, deuxième partie, donc, la plaquette. Hop, et pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, troisième phase. Je croise la main droite sur mon épaule gauche. Je croise ma main gauche sur mon épaule droite. Je croise également mes chevilles et je continue les respirations au même rythme. Je vous conseille plus au démarrage de faire des respirations profondes. Donc pas faire des respirations violentes par le ventre comme certains peuvent le faire, mais plutôt respiration générale. En croisant, je vais fermer mes circuits énergétiques. Donc je vais faire un brassage d'énergie, je vais faire circuler mes énergies à l'intérieur de mon corps. Donc c'est là qu'on va brasser. Alors toujours en état de calme mental, de détente intérieure. Donc 5 à 10 minutes. À la suite de ces 5 à 10 minutes. Alors, une chose très importante qu'il faut que je vous dise. Quand vous faites vos respirations, il ne faut surtout pas faire ceci. Alors vous regardez ma colonne vertébrale. Parce qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines de travail intense comme ça sur la colonne vertébrale, vous allez avoir mal au dos, vous allez aller voir votre chiropracteur ou votre médecin préféré. Parce que vous aurez des douleurs. Donc, vous respirez sans bouger la colonne vertébrale. Ça, c'est extrêmement important. Que vous soyez en position 2 ou en position 3, respirez sans bouger la colonne vertébrale. Soit par le ventre, soit par la poitrine. Respiration profonde. C'est au moment où on est là couché qu'il faut faire ces expires ou on n'importe quand? Non, pas n'importe quand on est couché. À ce moment-là, oui. Bien sûr. Parce que sinon, sinon c'est bien. C'est mieux. C'est bien. Mais ça n'aura pas l'effet. Oui, mais ça n'aura ça aura un effet 10 fois moins fort que si on est couché. Cet exercice, tel qu'il est présenté, vous donne des effets intéressants. Si vous modifiez l'exercice, si vous avez vous-même des connaissances très techniques, on en discute et pourquoi pas modifier certaines choses. Mais si vous n'avez pas de connaissances techniques à ce niveau-là, ne modifiez rien. Faites-le exactement comme il est expliqué. C'est là que ça donnera des résultats. Si vous le faites assis, c'est pas pareil. Si vous le faites debout, ça ne donnera pas du tout les mêmes résultats. C'est exactement de cette manière-là qu'il faut le faire. Quand vous avez fini, vous allez laisser la plaquette de métal tomber par terre. Vous allez décroiser lentement les bras, décroiser lentement les chevilles et rester allongé quelques instants. Parce que vous allez être quand même dans un état de suroxygénation, dans un état également de surénergétisation. Donc on peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir du picotement, du fourmillement partout, on peut sentir des vibrations, on va avoir un certain nombre d'effets dont nous n'avons pas l'habitude. Si vous vous relevez très brutalement, vous allez certainement tomber par terre.